Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux d'être ce mardi 30 juin 2020 ici à l'Institut Curie de Paris devant un public de professionnels et d'acteurs engagés qui visiblement respectent tous ou à peu près les règles de précaution qui nous sont imposées par la crise sanitaire. Et avec vous, celles et ceux qui nous suivez à distance sur la chaîne YouTube d'Uniconcert, vous pouvez dès à présent nous envoyer vos questions par chat, nous y répondrons avec nos invités. Nous intervenons sans doute dans un moment exceptionnel, à plus d'un titre, sans doute nos invités nous les décriront, nous le dirons. Ce colloque exprime de ce point de vue, je crois, une volonté de se retrouver, d'échanger, mais également de construire des propositions originales et utiles. Suivez nos débats, participez avec nous autour cet après-midi de 3 tables rondes que nous vous proposons de 45 minutes chacune. La première, les centres de lutte contre le cancer dans la crise sanitaire. La seconde sera traiter la place centrale des centres de lutte contre le cancer dans l'innovation et la recherche. Et la troisième, les centres de lutte contre le cancer au cœur de leur territoire. Une réponse, nous dit-on, idéale aux enjeux politiques et économiques. Pour nous accueillir, nous retrouvons le professeur Pierre Fumolo. Pierre Fumolo, vous êtes le directeur général de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie. Nous sommes donc ici chez vous. Et vous allez sans doute nous montrer, je pense, dont nous accueillons l'importance de l'histoire, votre histoire, l'histoire de la médecine, riche de l'Institut Curie. Il paraît que cette année, vous avez 100 ans, ça ne se voit pas. Et en tout cas, vous avez probablement, comme le disait, et pour le paraphraser, Paul Ricoeur, en raison de votre grand âge, je parle de celui de l'Institut Curie, pas le vôtre, Pierre Fumolo, vous tournez visiblement, enfin, en tout cas vous le voulez, tournez votre regard vers l'avenir. C'est bien cela? Merci de nous accueillir. Merci donc, madame, messieurs, chers amis, chers collègues. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous vous accueillons ce jour à l'Institut Curie. Merci à Uniconcert, notre fédération, son président, le professeur Jean-Yves Blais, sa déléguée générale, Mme Sophie Beaupère, et son bureau, d'avoir choisi ce lieu du continuum soins-recherche, cher à Marie Curie et à Claudius Rogo, pour l'organisation présentielle et virtuelle de ce colloque, des centres de lutte contre le cancer, un modèle innovant et agile au service de la santé publique. Je voudrais reprendre une citation de Marie Curie en introduction. « Chacun de nous doit travailler pour son propre perfectionnement et en même temps partager une responsabilité générale pour toute l'humanité. » Alors pourquoi le choix de cette citation? Effectivement, nous allons fêter d'octobre 2020 à mai 2021 les 100 ans de la Fondation Curie, mise en place en 1920 et reconnue d'utilité publique en 1921. Depuis cette date, Marie Curie, Claudius Rogo sont à l'origine d'un centre de lutte contre le cancer, innovant et agile. C'est le berceau de la radiothérapie au service de la santé publique. Et je rappelle qu'aucune découverte de cette illustre chercheuse, Marie Curie, avec 2 prix Nobel, n'a fait l'objet de quelconque brevet. Nous sommes devant le partage d'une responsabilité générale pour toute l'humanité. Deuxièmement, comme vous le savez, nous sortons d'une crise épidémique sanitaire inédite. Les CLCC, par leur agilité et leur dynamisme, ont suggéré la prise en charge de leurs patients atteints de cancer, potentiellement Covid positifs, protéger leur personnel et pour certains, ouvrir au moment du pic de la crise des lits de réanimation pour des patients Covid positifs non atteints de cancer. Les centres de lutte contre le cancer ont donc travaillé pour leur propre perfectionnement tout en partageant une responsabilité générale et collective. Donc cette citation de Marie Curie est tout à fait à l'ordre du jour. Donc encore merci pour votre présence ce jour. Bon colloque, et je passe la parole à la déléguée générale d'Uniconcert, Sophie Beaupère. Qui nous rejoint. Et alors simplement, Pierre Fumolo, merci. Tout le monde connaît Marie Curie, mais Claudius Rogo, parlez-nous un mot de Claudius Rogo. Claudius Rogo, si vous voulez, c'est un peu l'ancêtre du directeur général de l'ensemble hospitalier. Et Marie Curie, c'est Marie Curie, l'ancêtre du directeur de la recherche, et Claudius Rogo, avec Marie Curie, à partir des années 20, ont mis en place ce continuum entre le soin, Claudius Rogo, qui était quand même un biologiste, donc il faisait déjà de la recherche de transfert, et puis donc la recherche fondamentale avec Marie Curie. Et donc on est au début, Pascal, de ce continuum soin-recherche avec les 2 personnages.
Très grand merci Pierre pour nous accueillir aujourd'hui. Le fait de nous accueillir ce colloque est symbolique à double titre, de par le rôle bien sûr de référence et le rayonnement de l'Institut Curie, mais également bien sûr, comme tu l'as évoqué, par la mobilisation des professionnels qu'il y a eu très récemment dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19, mobilisation qui a concerné l'ensemble des professionnels des centres de lutte contre le cancer afin de pouvoir poursuivre les traitements des patients en toute sécurité, mais qui a été particulièrement intense, je dirais, pour les professionnels de votre établissement, mais également pour ceux du Grand Est et de la région parisienne. Je citerai l'Institut Gustave Roussy, l'Institut de cancérologie de Lorraine et le Centre Paul Strauss. L'actualité est riche, comme vous le savez. Nous n'allons pas vous dévoiler aujourd'hui les conclusions du Ségur, même si elles s'approchent. Le dernier comité national a lieu vendredi prochain. Et je voudrais, à ce titre, remercier très profondément les membres du comité de direction, le bureau et l'ensemble des DG, DGA qui se sont mobilisés dans un temps record pour pouvoir établir des contributions, faire des propositions qui nous permettent d'exprimer, eh bien, je dirais, nos axes et notre volonté d'avancer et d'être moteur dans cette grande réforme du système de santé. Je dirais que non seulement il y a le Ségur, mais il y a également la stratégie décennale de lutte contre le cancer qui doit être finalisée à la fin de l'année, ainsi que la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Nous avons donc produit ces contributions de manière convergente et les 5 grands axes sont les suivants. Une de nos premières préoccupations que nous avons soulignées dans le cadre du Ségur, c'est bien sûr la valorisation de nos professionnels, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Valorisation qui passe bien sûr par des revalorisations salariales, mais aussi la possibilité de valoriser leur parcours professionnel et notamment les nouveaux métiers qui émergent compte tenu des évolutions technologiques. La deuxième préoccupation, je dirais, elle est quand même d'ordre financier, puisque la réforme du financement du système de santé a été au cœur des discussions du Ségur de la santé. Et les principales priorités que nous avons mis en exergue consistaient le fait de pouvoir avoir des financements qui sont à la hauteur du nécessaire effort, notamment en matière de recherche et d'innovation. Donc ça concerne notamment les mairies, les missions d'enseignement de recherche et d'innovation. Mais nous avons aussi souligné l'attachement d'Unicancer, tout comme d'ailleurs les associations de patients, au fait qu'il fallait que le financement tienne compte de la qualité. Mais de la qualité, je dirais, évaluée avant tout par les patients et tenant compte des données de vie réelles. Et également, les forfaits sont importants pour pouvoir financer au forfait la coordination entre la ville et l'hôpital. C'est notamment important pour les actions de prévention. Le troisième axe de nos propositions concerne en fait l'inscription des centres de lutte contre le cancer dans leur territoire de santé et la capacité à pouvoir coordonner, bien sûr avec nos partenaires, notamment les têtes de pont de GHT et sous l'égide de l'ARS, des projets territoriaux de cancérologie axés non seulement sur le soin, mais également sur la prévention. Enfin, le quatrième axe porte bien sûr sur la recherche et l'innovation qui sont au cœur de nos missions. Nous souhaitons que des mesures permettent d'accélérer notamment l'accès, puisque c'est évidemment l'égalité d'accès qui est aussi importante, l'accès aux actes innovants et aux médicaments notamment. Et enfin, je dirais que le cinquième axe pour nous, mais qui n'est pas le dernier, ça concerne les relations avec les universités. Nous avons un ancrage qui est fort universitaire et nous souhaitons le renforcer, notamment par le biais de conventions bilatérales avec les universités. Et ce sujet sera également évoqué lors de la deuxième table ronde. Je remercie l'ensemble des intervenants et des personnes qui participent à ce colloque. Merci à vous. Merci, j'espère que nous arriverons à traiter et à approfondir tous les sujets que Sophie Beaupère, la déléguée générale d'Unicancer, nous a fixés. Nous essaierons effectivement au travers de 3 tables rondes que je vous ai présentées, de ces 3 tables rondes, nous essaierons d'approfondir ces thèmes que vous avez balisés. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Traiter, comme vous l'avez dit, de quelque chose qui a été d'un moment absolument exceptionnel que les uns et les autres, les professionnels de santé, mais aussi les patients, ont traversé. On parle évidemment de la crise sanitaire, du Covid ou de la Covid-19,
que nous connaissons, que nous avons connu, mais qui n'est peut-être pas tout à fait fermé. Pour nous pencher sur la question et que nous avons posée, Unicancer, dont cette crise sanitaire, elle a sans doute interpellé les professionnels de santé que vous êtes, elle les a engagés, elle a aussi profondément, nous le verrons, frappé nos concitoyens, les patients. Nous allons donc, ici et maintenant, envisager cette question en vous posant, Madame, Messieurs, les questions suivantes. Comment avez-vous vécu, d'ailleurs, cette crise exceptionnelle? On pourrait peut-être commencer par cela, vous et vos équipes. Quels enseignements en tirez-vous ou en avez-vous tiré? Et comment vos secteurs se sont investis concrètement? Par quelles actions vous avez répondu aux enjeux du moment? Pour répondre à cette question et dialoguer avec vous, avec nous, tous ici réunis et par Internet, le docteur Laurence Albigès, vous êtes chef adjointe du département de médecine oncologique de Gustave-Roussy. Bonjour. Bonjour. Le professeur Thierry Conroy. Bonjour Thierry Conroy, vous êtes le directeur général de l'Institut de cancérologie de Lorraine et membre du bureau d'Unicancer. Alors sans doute, comme l'a dit Sophie Beaupère, votre région a été très sollicitée, a beaucoup souffert dans cette crise. Vous nous raconterez comment cela s'est passé. Le professeur Pierre Fumolo, que je ne représente pas ici, le directeur général de l'Institut Curie, et le professeur Axel Kahn. J'aurais tendance à dire tout le monde connaît Axel Kahn, qui est en tout cas ici le président de la Ligue contre le cancer. Axel Kahn, on va sans doute commencer par les patients, par le début. Les patients et la crise. Alors, au sein de votre institution, évidemment, vous avez agi, en tout cas, vous avez essayé de prendre en charge et en tout cas d'accompagner les patients atteints de cancer et qui pouvaient être soit touchés par la maladie, soit qui, en tout cas, pouvaient se soucier ou être inquiets. Comment avez-vous d'abord vécu cette période et quelles ont été vos actions? En quelques mots. Tout d'abord, compte tenu des conditions de sa naissance, nous sommes plus âgés que l'Institut Curie. On est né en mars 1918, en pleine grippe espagnole. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'affaire des pandémies, c'est notre ADN. Comme on dit à tort et à travers aujourd'hui, trouve un généticien. Quant à moi, j'étais très au courant de ce que c'était qu'un génie épidémique. Non pas que je me rappelais la grippe asiatique de 57 ou bien la grippe de Hong Kong de 68-70. 1968, on se rappelle d'autres événements que la grippe de Hong Kong. Mais parce que j'ai été médecin-chef d'une préfecture en Afrique, jeune, et donc là, les épidémies, je les ai vues passer, on l'a subi. Et puis, j'ai été le créateur et le rédacteur en chef de Médecine Science pendant 15 ans, où on a couvert la fièvre de Lassa, la fièvre d'Ebola, la naissance du sida, etc. etc. Tout ça pour dire qu'il y a un rapport avec la manière dont la Ligue s'est positionnée. J'étais parfaitement conscient de ce qui allait arriver fin février, et donc j'avais préparé la Ligue à cela. Si bien que dès que le confinement est devenu absolument certain, pour ce qui nous concerne, dès le 8 mars, on a commencé, cela a été remarqué, de diffuser une alerte aux personnes atteintes de cancer, avec quelques mesures de précaution, on va dire de bon sens, élémentaires, et une proposition, si jamais elles en ressentaient le besoin, d'être informées, écoutées, accompagnées, pilotées par un renforcement de nos cellules d'écoute. Et en particulier, nous avons créé une cellule d'écoute dans laquelle ont travaillé au niveau national 6 oncologues bénévoles, naturellement, qui sont relayés vraiment jour et nuit, 7 jours sur 7, et il y a eu à peu près l'équivalent dans les autres grandes régions de France. Donc au total, on a reçu 2500 appels, ce qui nous permet de suivre ce qu'étaient les affres des personnes atteintes de cancer. Des gens inquiets, des gens attentifs. Alors, il y a eu plusieurs phases, très rapidement. Première phase, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on risque? À l'époque, on craignait qu'ils ne risquent plus qu'en réalité, ils ne risquaient, comme nous le savons. Les Chinois nous avaient dit qu'ils étaient 5 fois plus sensibles. Ça ne s'est pas vérifié, on en est très heureux, mais évidemment, le 8 mars, on était parti avec l'idée qu'ils étaient tout de même 5 fois plus sensibles. Deuxième élément de toute façon, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Troisième chose qui est devenue très tôt,
est-ce qu'avec le souci et la focalisation, la mobilisation autour de la Covid, est-ce qu'on ne va pas nous laisser tomber? On ne va pas nous abandonner? Ensuite, dès que le Haut Conseil de la Santé publique a diffusé, et l'Unicancer y a participé, nous aussi, a diffusé ses recommandations avec plusieurs va-et-vient, on les a expliquées à tous les gens qui nous posaient le problème. Parce que l'autre souci qui est venu alors, c'est, voilà, on a repoussé parfois mon intervention chirurgicale, ma consultation, mon examen, mon scanner, ma cure de chimiothérapie, ma séance de radiothérapie, ou alors on les a toutes concentrées, etc., etc. Mais alors, est-ce que je vais tout de même guérir? Ou alors est-ce que j'ai perdu les chances de guérir? Axel Kahn, vos bénévoles étaient formés à donner des informations? C'était des oncologues. Les oncologues. C'était uniquement des oncologues. Et comme vous savez, beaucoup des oncologues de la Ligue, en fait, ont travaillé dans les centres de lutte anticancéreux. Ça, c'est vraiment d'origine. Parmi les grands présidents de la Ligue, moi, je suis un peu une exception. Moi, je suis de cœur avec les centres anticancéreux, mais je ne l'ai pas été fonctionnel. On ne peut pas tout faire, que voulez-vous, dans la vie. Mais Henri Pujol, Francis Lara, etc., et une grande partie des présidents de la Ligue viennent des centres de lutte anticancéreux. Donc, c'était des oncologues, cliniciens, qui avaient l'habitude de soigner des malades atteints de cancer. Laurent Salvigès, vous, à Gustave Roussy, comment avez-vous traversé cette période, à la fois vous-même, d'abord, et puis vos équipes? Alors merci de l'invitation, c'est un plaisir de prendre part et de vous faire un petit peu la vision Gustave Roussy que nous avons eue. Lorsque je questionnais mes collègues sur les mots qu'ils retenaient de cette crise et de la gestion de cette crise, il y avait beaucoup à Gustave Roussy la notion de réactivité, la notion d'adaptabilité et puis d'anticipation. Et finalement, on a réussi, grâce à des initiatives, grâce à ce qu'on observait à l'étranger, également dans l'Est, à probablement anticiper un petit peu les choses, et notamment en proposant le port du masque à tous nos patients ainsi que tous nos professionnels de santé cette même semaine du 8 mars, à partir de bien avant en fait, le confinement. Il y a eu 3 axes à mon sens. Il y a eu un axe développer la prise en charge des patients Covid atteints d'une infection, prise en charge des patients atteints de cancer avec une infection par le Covid, et ça voulait dire quoi? Ça veut dire créer une activité, créer des unités d'hospitalisation, en une semaine créer 22 lits, puis en 3 semaines tripler ses capacités. Donc nous avons monté nos capacités d'accueil à 68 lits, plus 30 lits de réanimation. Les lits de réanimation ont dû être réquisitionnés par l'ARS pour mettre des patients sans cancer. Donc en gros, représentant à peu près un quart de nos capacités dédiées à la prise en charge des patients cancer avec infection Covid. Bien sûr, on a généré des données à partir de cela pour essayer d'aider la communauté scientifique à identifier les patients qui seraient plus à risque d'avoir des formes graves. Et puis, diffuser de l'information auprès des patients, et je suis d'accord avec vous, les patients étaient en demande, donc un canal de communication important via Internet, via des vidéos, que les patients demandaient pour avoir plus d'informations sur leur situation. Le deuxième axe, il a été la réorganisation des soins, et donc rapidement dimensionner à moins 20% nos capacités pour être capable de gérer d'éventuelles absences dans nos personnels médicaux et paramédicaux, dimensionner notre hôpital de jour en réduction de 30% pour dispatcher sur les unités Covid nos personnels, redistribuer nos 40 internes des départements de médecine et de soins dans ces unités, et puis également développer ce que nous avons tous fait, de la téléconsultation, des outils à distance, produire des recommandations relayées d'ailleurs avec les groupes Unicancer sur quels patients nous devons continuer à traiter. Donc en gros, mettre en œuvre toute cette restructuration des soins. Et puis le troisième axe a été de garder une activité de recherche, c'est notre cœur de métier, recherche clinique, recherche translationnelle, pour être capable, une fois de plus, de bien comprendre quels sont les mécanismes de réponse, par exemple ici, dans cette pandémie à ce virus. Lié au Covid, enfin évidemment au cancer, la recherche, mais lié au Covid? Oui, tout à fait. Et là, je dois dire que j'ai été impressionnée par le fait qu'on a réussi à valoriser des plateformes existantes et également avoir des services opérationnels très réactifs pour pouvoir mettre en œuvre une recherche prospective dans cette situation très particulière. Ça a été assez médiatisé, le fait que Gustave Roussy prenne des malades qui n'étaient pas uniquement des malades atteints de cancer. Ça a été, j'allais dire, comment cela a-t-il été vécu en interne, notamment? C'était la première fois, non? J'imagine que vous ne le preniez pas. C'était la première fois, mais ça a été très bien vécu, parce que je pense qu'on avait tous à cœur d'être utiles dans cette crise, d'être utiles pour nos patients, de pouvoir les prendre en charge en cas d'infection, pouvoir rassurer ceux qui n'étaient pas infectés et assurer des réseaux de soins sécurisés pour cela, pour les prendre en charge, et puis répondre à un besoin
nationale. Et donc en synthèse, pour moi, il y a eu une vraie réactivité, une anticipation même dans une certaine mesure, une adaptabilité qui a été permise par cette organisation, notamment de la direction à la fois médicale et administrative, très réactive, et que l'ensemble des personnels se sont sentis mobilisés dans leur mission pour accompagner nos patients. Et vous, personnellement, Laurence Albigès, vous l'avez vécu comme un moment important, un moment angoissant, ou finalement un moment peut-être, disons-le, un peu excitant? Je l'ai vécu comme... il y a eu plusieurs phases dans mon vécu personnel. Le premier a été, comme je le disais, du déploiement de cette unité Covid d'hospitalisation, puisque gardons en tête que 68 lits armés, avec des personnels de santé, c'est une organisation importante à mettre en œuvre, donc réorganiser l'ensemble de notre structure. Ensuite, il y a eu une phase tout simplement où j'ai repris des gardes. Moi, ça faisait 12 ans que je ne faisais plus de garde la nuit. J'ai repris des gardes. J'ai pu m'investir auprès des patients. Et puis, il y a eu un temps de production scientifique. On a généré les premières données tout cancer qui ont été présentées à l'AACR par Fabrice Barlési pour permettre d'identifier justement les patients qui étaient plus à risque d'avoir des formes graves de Covid. Thierry Conroy, pour votre part, alors peut-être, je ne sais pas, Nancy, ça n'était peut-être pas Metz, peut-être pas non plus Strasbourg, mais on a vécu réellement presque en intimité avec nos collègues de l'Est, tellement ils ont été frappés, cette région Grand Est, tellement ils ont été frappés par la crise sanitaire. Et vous, comment l'avez-vous vécu? Comment l'avez-vous traversé, vous et probablement vos confrères de Metz en particulier, très proches, voire évidemment de Strasbourg un peu plus loin? Alors de fait, la situation de Nancy n'était pas comparable à celle de l'Alsace et de la Moselle, parce que nous avons attendu le pic qui était reporté de jour en jour et de semaine en semaine, avec des unités de réanimation et des unités Covid qui n'étaient pas saturées, y compris la nôtre. Nos capacités d'accueil que nous avions offertes à nos collègues du CHU en réanimation qui n'ont pas non plus été saturées. Donc la difficulté pour nous a été de faire face aux injonctions paradoxales en prenant une boussole qui était nos valeurs et celles d'Unicancer pour se dire clairement notre objectif aujourd'hui, c'est de ne pas perdre plus de patients à un moyen terme par cancer que dans les semaines qui viennent par Covid. Donc l'essentiel, ça a été d'assurer la continuité des soins, de rassurer, d'informer les patients et leurs familles, effectivement, avec la mise en place du hotline, de protéger nos personnels de façon à ce qu'on puisse continuer nos missions dans la durée. Et puis, ça a été effectivement participer à la recherche clinique, donner du sens collectivement à ce défi majeur, avec ce double objectif, soigner au mieux les patients atteints de cancer et puis contribuer à l'effort de la société pour le Covid. Donc ça a été une période difficile et aujourd'hui, la question période de déconfinement qui est probablement encore plus compliquée parce que personne ne sait exactement à quel rythme il faut déconfiner, c'est faire face aux demandes justifiées de reconnaissance et au risque d'épuisement. Pierre Fumolo à Paris, comment avez-vous, vous, ici, vécu cette crise? Et pouvez-vous un peu nous rappeler, peut-être nous donner quelques repères? Oui. Alors, notre cheminement a été assez proche de celui de Gustave Roussy, avec qui nous avons travaillé. Donc, je ne vais pas revenir, puisque nous avons eu à peu près le même cheminement. Peut-être des éléments, c'est le caractère très évolutif, des doctrines pendant cette crise, qui justifiait des réorganisations quasiment quotidiennes. Et ça, c'est un élément important. Alors, un message important, nous travaillons, et vous avez travaillé tous les jours avec l'ARS Île-de-France, qui a été exemplaire pendant cette crise, et je tiens à le souligner, nos ARS sont souvent remis en question. Ce n'est pas le cas pour l'Île-de-France, et là, c'est un travail avec eux, donc très important. Alors, effectivement, un élément évolutif, à partir du 14 mars, plan blanc, hôpital masqué comme vous, avec deux objectifs essentiels, la prise en charge des patients atteints de cancer Covid positif ou Covid négatif, on s'adapter avec des zones spécifiques, et deuxième élément, la protection de nos personnels. Et on verra tout à l'heure le développement du télétravail. Et puis le 1er avril, l'apparition de ce pic de la crise, où on a eu, comme Gustave Roussy, une injonction de l'ARS d'ouvrir nos lits de réanimation du site de Paris pour des patients qui n'étaient pas atteints de cancer. Donc une vraie révolution pour Curie, c'était la première fois.
transformation de la SSPI standard en deuxième salle de réanimation. Et comme vous le savez, nous avons 3 sites. Et le site de Saint-Cloud, qui n'a pas de réanimation, a été considéré comme Covid-free tout au long donc, de cette crise, ce qui nous a permis de continuer l'activité chirurgicale urgente et aussi d'accueillir d'autres équipes des hôpitaux qui ne pouvaient pas prendre en charge. Donc c'est leur préoccupation à ce niveau-là. Donc voilà à peu près comment nous avons terminé de travailler. Comme le disait Thierry Conroy, le déconfinement est très compliqué. On est passé par une zone rouge, une zone orange, et finalement, depuis 15 jours, la zone verte, et nous devons donc nous réadapter. Alors, quelques chiffres, parce que tu m'avais demandé d'en parler, Pascal. Globalement, au niveau du personnel, j'ai découvert la médecine du travail, et c'est vrai qu'il nous a joué quelque chose d'important pour nous. 75 75 personnels PCR positifs, malheureusement un décès. Et au niveau des patients, à peu près 210 patients que nous avons pris en charge Covid positifs, dont 20 hospitalisés. Alors, des décès, mais les décès étaient souvent mixtes, c'est-à-dire qu'il y avait le Covid, mais souvent des malades qui avaient une évolution de leur maladie, disons cancéreuse par elle-même. Et surtout, nous avons mis en place un élément important pour nous, c'était la RCP, à la fois éthique et d'oncologie médicale, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait réellement réanimer des patients Covid positifs qui avaient une espérance de vie de 2 mois. Et donc on a mis ça en place et c'est pour nous ça a été vraiment un élément très important. Oui, madame, vous vouliez intervenir, madame Albigès? Oui, je pense qu'il y avait également une démarche de créer une espèce d'astreinte éthique qui était joignable en permanence avec plusieurs personnes mobilisables. Ça a beaucoup accompagné les équipes. Et puis l'autre chose que j'ai vraiment perçue pendant la crise et que vous évoquiez, c'est le sens de la fédération qui nous a aidés à passer des étapes difficiles en nous aidant tout simplement avec des personnels, des anesthésistes, en nous aidant avec des médicaments qui parfois venaient à manquer. Et donc clairement là, l'appartenance à une fédération et Unicancer qui nous a accompagnés dans cette crise pour subvenir à des besoins à certains moments que nous ne pouvions pas couvrir seuls. On va prendre quelques questions. Je remercie celles et ceux qui nous posent des questions. Mais Axel Kahn, on a compris peut-être que, enfin en tout cas espérons, on verra si les choses redeviennent difficiles. Vous nous direz un petit peu les uns et les autres ce que vous en pensez, mais on voit bien que l'acmé de la crise est peut-être passé, que l'on commence à tirer des bilans. Pierre Fumolo nous parle de sortie du confinement, un déconfinement. Quel bilan vous tirez de cette période? Est-ce que l'on a finalement... qu'est-ce que l'on a bien fait et qu'est-ce que l'on a moins bien fait? Sur la période de la crise elle-même, je crois que la gestion globale a été bonne. Avec ces 2 fers au feu qui étaient poursuivis, d'une part la continuité du traitement contre le cancer, les cancers, et d'autre part la préservation des personnes autant que faire se peut des infections, et lorsque les personnes atteintes de cancer étaient infectées, le traitement normal, mais elles ne se sont pas révélées particulièrement plus sensibles que les autres in fine, ce qui était plutôt une bonne surprise. En revanche, alors c'est sans doute pas vrai de vos centres, mais en tout cas nous en avons été les témoins en quelque sorte, on nous a pris à témoin. Une impression de la part de beaucoup de personnes atteintes de cancer, de grande solitude. D'absence de réponse à leurs questions. Des fois, ils avaient leur centre de soins, mais exceptionnellement des médecins. Et par rapport aux questions et à ce problème qui est de la qualité de la confiance exigible lorsque la terreur atteint un certain niveau, ça n'était pas suffisant qu'avoir un auxiliaire de santé qui répondait ce qu'il devait répondre dans ces considérations-là, c'est-à-dire avant tout des éléments purement techniques. On a eu même des personnes qui nous ont dit être passées des heures et des heures à essayer d'avoir leur médecin traitant, leur oncologue, leur centre de soins, n'y être pas parvenus. Si bien que ça n'était pas notre rôle, mais on a à un moment donné pallié ces difficultés qu'avaient les personnes. Terrorisées, que voulez-vous ? On a annulé, on ne nous a pas donné de nouvelles dates, notre cure de chimiothérapie, ou bien l'opération, ou bien que sais-je encore. Mais alors, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais j'ai des signes de la Covid, 3 ou 4 personnes que j'ai écoutées, car je faisais partie des oncologues au téléphone au début, que j'ai écoutées, m'ont dit, moi ce que m'a dit mon médecin, c'est, vous appellerez le 15. Ben non. Évidemment, ça ne suffit pas dans cette situation-là, ça n'est pas exactement la chose qui est correcte.
Un problème qu'on a rencontré, ponctuel, mais sans doute il faudrait faire le bilan, c'est le problème de la réquisition des salles de réveil opératoire et donc la diminution de l'inscription au tableau opératoire des indications carcinologiques, y compris parfois, et notamment dans le Grand Est, des urgences carcinologiques. Et on est intervenu à la Ligue pour débloquer des situations, mais qui devaient être débloquées. Sans cela, les personnes périssaient. Hein. Et donc, alors, simplement, excusez-moi, maintenant, à l'arrivée, si l'acmé de la crise est passé, l'acmé des problèmes cancérologiques n'est pas passé du tout. Et là, on est en train de s'engager dans une période extrêmement difficile parce qu'il y a la conjonction de 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a un retard de tout. Et donc, évidemment, il y a un embouteillage. Le deuxième phénomène, c'est que la réquisition des produits anesthésiants fait qu'on ne peut pas rétablir les programmes opératoires normalement dans certains endroits, peut-être pas chez vous, mais dans certains endroits, on en était moins, et non plus que les diagnostics endoscopiques. Et donc, il y a le retard à rattraper et une difficulté à reprendre une activité au même niveau. Et si, en cancérologie, 2 mois de décalage posent rarement de problèmes, ça commencera à être de moins en moins vrai après 3, 4, 5 mois. Et donc là, il y a une période qui est certainement préoccupante. Peut-être une réponse, Pierre La Fimono. fatigue de notre personnel, n'oublions pas. Et la fatigue du personnel. Qui a été très très impliqué pendant cette crise Covid. D'abord, il faut les remercier à tous les niveaux. Et on doit tenir compte, ça, monsieur, de ce problème important pour nous dans les quelques jours, les semaines qui viennent. Que répondez-vous aux remarques de monsieur d'Axel Kahn, Mme Albigès ou monsieur Conroy? Moi, je suis tout à fait alignée. On voit nos places d'accueil de nouveaux patients qui se remplissent, mais qui se remplissent très doucement. Parce que, comme vous l'indiquez, il y a un retard actuellement même à la procédure diagnostique. Et puis, vous l'évoquez, des niveaux d'activité endoscopique, biopsique qui ne peuvent pas revenir au même qu'antérieurement, compte tenu des procédures d'hygiène, etc. Et puis, une certaine réticence encore de la part de certains de nos patients qui préfèrent garder des mesures très strictes de confinement. Donc oui, c'est ce qu'on constate et nos équipes sont en train de passer d'un challenge à un autre. Et comment fait-on alors? On les relance, on les rassure? Comment fait-on? Alors il y a un travail de communication majeur auprès des patients qui est porté par l'ensemble des établissements, par Unicancer, par la Ligue, de réassurance, d'information. Et typiquement à Gustave Roussy, on a essayé de communiquer sur notre site internet, même en envoyant de façon proactive un SMS à nos patients en disant vous pouvez être pris en charge en cas de problème. Ça les a rassurés pour certains. Thierry Conroy. Alors, à Nancy, nous n'avons jamais arrêté les soins. Donc, nous n'avons pas de retard. Nous avons pu accueillir les patients de 8 hôpitaux de la Lorraine, dont les chirurgies du CHU, mais pas que, d'autres établissements. Également des Vosges, de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, de Meuse. Pour autant, il y a effectivement un retard de nouveaux patients qui reste relativement préoccupant, avec une baisse d'activité encore aujourd'hui en termes de nouveaux patients de 20-25%. Donc c'est effectivement très très important de dire aux patients de faire les dépistages, de consulter lorsqu'il y a des symptômes anormaux et de continuer à faire des relances. Étant Unicancer, notre établissement, la Ligue a été Vous les extrêmement appelez, proactif. vos services les appellent? Vous avez des personnels dédiés pour rappeler les patients angoissés? Alors déjà, au niveau d'Unicancer, il faut rappeler que rien pour le mois d'avril, on a fait 40 000 téléconsultations. Donc aucun patient n'a été mis sur le côté, n'a été perdu de vue. Donc ceux qui ne sont pas vus physiquement aujourd'hui, c'est vrai que chaque fois que c'est nécessaire, on les voit physiquement, mais tout ce qui était télésurveillance, tout ce qui était consultation de surveillance ou tout ce qui était chimiothérapie orale a été fait pour l'essentiel à domicile avec un rendez-vous physique tous les 2 mois. Par contre, tout ce qui était chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, nous n'avons pas arrêté. Donc le problème, c'est la discussion avec les collègues de ville que nous avons réunis, que nous avons mobilisés avec des efforts du réseau et tout faire effectivement, et c'est le message aujourd'hui, pour que les sujets sains se fassent dépister et que les patients consultent. Pierre Fumolo et Madame Albigès. Oui. Au niveau de Curie, tout dépendait beaucoup de la pathologie. On a pu, un peu comme Thierry, continuer l'activité chirurgicale lorsqu'il y avait des urgences, grâce au site de Saint-Cloud.
Donc ça a été un premier élément. Et donc les malades symptomatiques, monsieur, n'ont pas eu beaucoup de retard. Et paradoxalement, c'est les patients asymptomatiques qui ont actuellement du retard. Je citerai 2 exemples. Le cancer du sein, il n'y avait plus de radiologues, les malades avaient peur. Donc on a des retards, effectivement, avec maintenant des patientes qu'on voit avec des grosses tumeurs, nécessitant donc quasiment des traitements néoadjuvants. Premier élément. Deuxième exemple, c'est les rétinoblastomes et les tumeurs de l'œil. Il n'y avait pas d'ophtalmo. Et on a des retards de diagnostic très importants dans les mélanomes choroïdiens et dans les rétinoblastomes de l'enfant. Donc c'est très variable en fonction du type tumoral. Et je crois qu'il va falloir attendre, monsieur, pour voir quel a été réellement l'impact de cette crise Covid sur la survie, sur les outcomes de nos patients. Et je pense que ce serait important de faire le bilan, peut-être pas tout de suite, mais dans l'année qui vient. Laurence Albigès, puis je vous invite à répondre aux questions qui nous sont adressées. Oui, je pense que nos capacités d'accueil chirurgical ou par exemple de radiothérapie, nous, ça a été maintenu avec des mesures de protection chirurgicale, avec un dépistage systématique, elles existent. Et donc je suis d'accord avec vous qu'à l'heure actuelle, le goulet d'étranglement, il est avant la prise en charge thérapeutique. Alors, il y a eu la possibilité de relayer cette information dans les médias, pour notamment télévisuels, pour sensibiliser. Une des choses qu'on a fait, nous, c'est créer une ligne téléphonique dédiée pour que les gens puissent, comme ça, appeler lorsqu'ils ont un symptôme qui, éventuellement, va mener à la réalisation d'exploration. Mais en effet, les blocs opératoires se sont mis à retourner très vite avec les mêmes personnels, avec les mêmes anesthésistes qui avaient fait tourner la réanimation. Et ça a été, encore une fois, pour l'ensemble des équipes, médicales et paramédicales, quelque chose qui a probablement un peu tiré sur la corde et on les remercie. Alors, je voudrais prendre ce témoignage qui nous est adressé, mais qui va dans le sens de ce que vous dites. Nous avons eu peur de nous rendre dans les hôpitaux. Je ne sais pas si c'était un de vos centres, et les procédures imposées sont souvent très lourdes ou trop lourdes. Un commentaire ? Ah oui, effectivement, donc on voulait protéger notre personnel, protéger nos patients, et à Curie, on avait mis donc 2 entrées, une entrée pour les visiteurs et les patients par définition, et une entrée pour le personnel. Et effectivement, il y avait un tri, entre guillemets, peut-être au niveau de l'entrée, dans cette période difficile, où on essayait de, comme vous, dans tous les centres, de systématiquement dépister des malades Covid positifs. C'était lourd, ça demandait du temps, de l'interrogatoire, prendre la température, même éventuellement l'oxymétrie. Et beaucoup de patients étaient au départ mécontents de ce tri. Et puis au fil du temps, quasiment au moment de la crise, au pic de la crise, ils se sont habitués. Et ça, je crois aussi, il y a eu une adaptation de nos patients à cette maladie Covid. Je réponds à cette question. Alors, Jean-Yves Blais, dans la salle, va... Oui. Jean-Yves, avec le micro, s'il vous plaît. Avec le micro. Oui. Vous avez le droit, je ne sais pas. Oui, oui. On va le faire. Jean-Yves Blais, le président d'Unicancer. Un commentaire et une proposition. Le commentaire, c'est que dans l'étude que nous avons réalisée sur quelques centres Unicancer, à peu près 50% des centres qui ont été capables de nous procurer leurs chiffres, on a une réduction du nombre de nouveaux diagnostics qui est voisine de 36%, ce qui se traduit en termes de réduction des chances de guérison en une estimation d'1 millier de décès supplémentaires par cancer par mois de retard. C'est un chiffre qui rejoint, qui n'est pas très loin de ceux des pays anglo-saxons, un peu moins bien, mais je crois qu'il faut qu'on observe que les centres Unicancer ont plutôt été moins affectés que les autres par la réduction des nouveaux diagnostics et que les chiffres que l'on a dans les centres hospitaliers généraux ou les centres privés sont parfois pires. La proposition, c'est qu'on a eu au départ des priorisations recommandées par l'ARS. Là, actuellement, du fait de la limitation dans un certain nombre de secteurs sur les produits de réanimation, que ce soit les curares ou les autres midazolam, il pourrait être légitime de prioriser un certain nombre d'interventions qui sont désormais devenues urgentes, en retardant d'autres qui, certes, ont leur importance, mais qui sont peut-être moins urgentes que ce dont on est en train de parler. J'ai plusieurs questions, je les remercie. Alors, nous connaissons Dominique Debiais qui nous écrit « Les associations ont été très sollicitées, c'est plutôt un témoignage, pour rompre l'isolement des patients. Europadona, donc pas uniquement la Ligue, monsieur Axel Kahn, a organisé beaucoup de cafés-dona virtuels. » Mais Europadona est hébergé à la Ligue, alors on considère... Voilà, tout se retrouve. Les centres de lutte contre le cancer avec les autorités mettent-ils en place un plan en cas de reprise de l'épidémie? Madame, peut-être Monsieur Conroy, Madame Albigès.
Je crois que les procédures qui ont été mises en place, qui dérivent finalement de ce qui a été préparé avec le SRAS depuis des années, le plan de continuité des soins, tout est prêt. Donc ce qu'il faut voir, c'est déjà aujourd'hui remercier tous les personnels pour leur enthousiasme, tout ce qui a été possible, qu'on croyait impossible, qui a été fait en quelques jours avec un enthousiasme extraordinaire et vraiment l'ouverture des champs du possible avec des réalisations extraordinaires qui ont été faites très vite et qui sont prêtes. Donc aujourd'hui, on peut dire que Unicancer, les centres de lutte contre le cancer, il faut vraiment remercier énormément tous les personnels. On fait tout le nécessaire pour que les soins soient poursuivis dans les meilleures conditions. Alors, maintenant, voilà, on espère que ça ne sera pas le cas, mais on sera prêt le cas échéant. Je vais vous demander des réponses rapides à des questions qui nous sont adressées. Nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez reçu des dons, Pierre Fumolo? Oui, nous avons reçu des dons. Disons, ça a été très variable. Pas au début, mais plutôt à la fin. Je pense que beaucoup de personnes avaient oublié que le cancer existait pendant la crise Covid. Donc, mais c'est revenu. Alors, on a eu des dons qui sont venus d'associatives, beaucoup de dons, par exemple, pour le repas, pour les infirmières, aussi des dons pour mettre en place les tests sérodiagnostiques au niveau de notre personnel. Oui, nous avons eu des dons. Par contre, au niveau de la fondation Curie, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la Ligue, mais on a eu une diminution nette des dons pendant cette période. Quant aux legs, n'en parlons pas, puisque les notaires, par définition, ne travaillaient pas. Comment un système, c'est une question, je crois, assez générale, mais très intéressante. Je remercie celle qui nous l'a posée, Aline. Comment un système de santé comme le nôtre peut-il traiter, je crois que ça vous touche cette question, peut-il traiter des maladies chroniques, comme le cancer, d'un côté, et avoir des ambitions de traiter des malades en urgence? Est-ce que en a-t-on les moyens, Monsieur Axel Kahn? Non, vous levez les bras. La question me semble extrêmement singulière parce que c'est la médecine. Elle aurait pu poser la question, est-il raisonnable de faire de la médecine dans un pays comme le nôtre? La médecine comporte des maladies qui sont des maladies chroniques et comporte des maladies aiguës. Monsieur Kahn, la question est peut-être... Je prends la défense de celle qui nous la pose. Non, mais je ne l'attaque pas, je ne l'attaque pas. Oui, parce que dans le fond, n'a-t-on... Alors, je la formule peut-être un tout petit peu différemment. N'a-t-on pas trop donné d'importance à des maladies chroniques pendant très longtemps et on s'est désarmé dans les urgences? Pascal, le cancer a plusieurs éléments. Il peut être aigu ou il peut être chronique. Donc, c'est pas antinomique. Hein. Le problème des épidémies n'est pas exactement celui-là. On a l'habitude de traiter des maladies aiguës. Les services de réanimation sont extrêmement performants en France et ailleurs en Europe. Et c'est le type même des maladies aiguës. En revanche, comme la dernière pandémie datait de 50 ans, et que depuis on considérait que la science, les techniques avaient évolué, on avait perdu de vue qu'une pandémie était inéluctable. Car bien évidemment, tous les siècles, il y aura plusieurs pandémies. Et quoi qu'on fasse, tous les siècles, il y aura plusieurs pandémies. Et cette évidence absolue, on l'avait oubliée. Qui veut répondre à cette question? Ne devrait-on pas, à l'occasion de cette crise, revoir notre façon de repenser la santé? Moins de profit, plus de prévention, je lis, des approches globales et pourtant... Pour trouver des vaccins, il faut des moyens considérables. Comment sortir de cette équation? Qui a envie de répondre à cette question? En 2 minutes, évidemment. Écoutez, simplement un point. C'est difficile, la question est très générale. Mais simplement un point. Une des modifications très importantes qui va être relativement durable, c'est que pour la totalité des Françaises et des Français, la santé est la condition des autres aspirations. L'amour, l'éducation, le bonheur, le sport, le bien-être, etc., etc. Ce n'est pas une valeur en soi, mais c'est une condition des autres valeurs. On se souhaite le 1er janvier, bonne année, bonne santé, avant tout la santé. Or, au niveau des décideurs, la santé était devenue un fardeau, un coût, un poids, et non pas l'objectif majoritaire compte tenu de ce qu'étaient les aspirations des citoyens. Ça, c'est quelque chose qui va durablement se modifier. Voilà. Et pour compléter cette question, Axel Kahn et les autres, et on va bientôt terminer, dans cette crise, voyez-vous plus de solidarité nécessaire, j'imagine, ou à l'inverse, plus de compétition et d'injustice? C'est une question philosophique, presque. Oui. Alors Thierry Conroy va répondre. Alors clairement, à la fois dans Unicancer et dans les équipes, il y a eu plus de solidarité, il y a eu plus de cohésion, il y a eu plus d'échanges. On a été prêt pour donner des référentiels, pour aider la ville à savoir
comment faire, comment traiter les patients atteints de cancer au mieux. Unicancer a vraiment rempli son rôle. On s'est entraidé entre centres. Dans les équipes, il y a eu clairement plus de cohésion et le sentiment d'être utile. Donc, dans une certaine mesure, cette crise a permis non pas de retrouver nos valeurs, parce qu'on les avait jamais perdues, mais d'en démontrer la force. Oui, c'est ce qui vous a marqué et ce qui pourrait être amélioré. Oui, je suis tout à fait d'accord. Plus de cohésion, aussi plus de communication. Hein. Une communication probablement de meilleure qualité. C'est peut-être ce que avec nous faisons là contenu, ce que nous aujourd'hui. sommes en train de faire. Et je vous rejoins tout à fait. À mon sens, on est marqué par un élément de cohésion qui est beaucoup plus fort. Oui, la Pierre cohésion Fimolo, a été très importante pendant le confinement. Au cours des déconfinements, ça ne dure pas forcément. Oui. Donc il y a des gens qui veulent absolument reprendre leur activité comme si rien ne s'était passé. Des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler du Covid parce qu'ils n'étaient pas là. Donc évidemment, c'est dans leur vie quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Et ça, c'est important. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu une cohésion très importante du personnel au cours des réunions de crise qu'on avait tous les jours. J'espère que ça va durer. Je n'en suis pas sûr. Oui, un point, je suis tout à fait d'accord avec mes 3 collègues et confrères. Il y a eu une cohésion durant la crise, pour faire face à la crise. Mais ça ne va pas être durable. C'est-à-dire qu'après la crise, la société sera largement aussi éclatée qu'elle était avant. Désolé, hein, mais... Et connaît-on, je pense que cette question vous est adressée à Axel Canon encore, et puis on va conclure avec Thierry Conroy. Est-ce que cette crise a renforcé le bénévolat? Et ne devriez-vous pas, la Ligue et les associations, je pense que ça touche toutes les associations qui nous suivent aussi, ne devriez-vous pas faire des campagnes de remobilisation pour inciter les patients à se faire soigner? Si, parce que dans un monde où beaucoup de personnes se demandent si quelque chose sert à quelque chose, quel est le sens de l'action et de l'engagement, il est apparu absolument évident que s'engager à un moment donné pour aider les personnes en difficulté, pour les aider à ne pas mourir, pour les aider à ne pas sombrer dans la précarité économique, etc., non seulement c'était utile, mais c'est un élément important, ça donnait sens à sa propre vie, ça valorisait à ses propres yeux. Ça, c'est une expérience qui a été vécue et qui pourrait avoir et devrait avoir une certaine durabilité. Thierry Conroy, un mot de conclusion avant que nous terminions cette première table ronde. Oui, pour dire que le Unicancer et les centres de lutte ont été présents pendant cette crise et ont permis aux patients d'être traités au mieux et de contribuer à résoudre cette crise Covid malgré les injonctions paradoxales, les experts autoproclamés, les difficultés de la communication et dans ce qui était pour nous une contradiction entre un merveilleux printemps et la violence extrême de ce que nous vivions au quotidien. Il faut vraiment saluer la mobilisation, la créativité des personnels et des équipes dans une situation où il y avait une vulnérabilité qui était réelle, un horizon qui était réduit au seul Covid, un vocabulaire guerrier, un compte de mort au quotidien qui rendait les choses pas facile pour nos patients, pour nos personnels, pour les familles, des situations de funérailles bâclées, enfin des choses qu'on aimerait plus revoir, en espérant que effectivement il y ait plus d'empathie, plus de communication si une deuxième vague devait revenir, et plus de bienveillance, plus d'Europe, plus de solidarité, même si dans les centres et avec nos équipes, ça a bien fonctionné, et une communication qui soit plus claire et plus filtrée. Et mieux filtré, mais l'un dans l'autre, le modèle des centres a bien résisté. J'espère. Merci Thierry Conroy, excusez-moi, je vous ai coupé. Merci, j'espère que nous avons été clairs. Merci d'avoir été avec nous pour cette première table ronde. Je vous annonce que dans 10 minutes, à peu près 15 minutes, la place centrale des centres de lutte contre le cancer, dont l'innovation et la recherche, nous reprendrons sans doute certains de ces thèmes, et ce sera la deuxième table ronde qui nous réunira dans quelques minutes.